Bien, bonjour à tout le monde. Merci de l'invitation du Braise. J'imagine qu'elle est en partie liée au fait que j'ai publié un point de vue dans Ouest France qui découle en réalité d'une analyse ou plutôt d'un fil conducteur. Le fil conducteur, c'est que, à l'évidence, la fin de cette année devrait, sur le plan législatif, amener les questions de décentralisation à nouveau en débat, puisque le gouvernement a annoncé une loi dite 3D, c'est-à-dire D pour décentralisation, D pour différenciation, D pour déconcentration, que la ministre qui porte le dossier, Jacqueline Gourault, avait annoncé pour le printemps 2020. Nous y sommes largement entamés. Elle l'a ensuite annoncé pour après l'été. On peut gager que cela prendra encore du retard et en même temps, on peut imaginer quand même que le gouvernement ait l'intention de poser quelques actes dans ce domaine. Ils ont annoncé leur volonté, qui est d'ailleurs assez étonnant puisqu'elle ne paraît pas avoir une grande ambition, à la fois de transformer les relations entre l'État et les collectivités locales, mais sans organiser un Big Bang territorial. Cette idée qu'il va y avoir de quoi débattre génère pour moi une conviction ancienne, c'est-à-dire qu'il faut que les socialistes puissent bâtir des propositions, et notamment les socialistes bretons, dans la mesure où la question de la régionalisation, de la décentralisation, chez nous, fait partie à la fois d'une conviction, mais en même temps d'un besoin. Et que de tout temps, nous avons une espèce de tradition qui est de défricher les terrains sur lesquels les socialistes au plan national pourraient être amenés à faire des propositions. Ensuite, parce que je crois tout fondamentalement que la gauche de demain sera une gauche girondine. D'ailleurs, un excellent document qui a été publié par Jean-Christophe Cambadélis sur ce point-là, que j'invite tous ceux que ça intéresse à feuilleter. Et puis, il y a aussi le fait qu'en Bretagne, les socialistes, ils ont des responsabilités et pas des moindres, puisque deux conseils départementaux, nous aurons l'une des vice-présidentes tout à l'heure, et l'Ille-et-Vilaine, et le conseil régional, ont une majorité de gauche, si ce n'est socialiste, ce qui nous donne donc une obligation de responsabilité qui, pour autant, ne doit pas être dénuée de toute ambition. Parfois, on considérerait que les socialistes, quand ils gèrent, ont tendance à se contenter un peu de l'existant, et en tout cas, moi, je parfois d'audace. Et ma vocation dans cette réflexion est d'essayer de pousser à l'inventivité. L'opportunité, c'est ce que Faurour vient de dire. Il y a une crise sanitaire qui a secoué le pays, qui évidemment d'abord a félicité tous ceux qui ont contribué à sa résolution, en tout cas à la phase dans laquelle nous sommes arrivés, qui est un peu plus apaisée, les soignants évidemment, mais aussi l'ensemble des élus qui se sont mobilisés. Mais cette crise sanitaire a vraiment comme intérêt pour nous de questionner les politiques publiques et de chercher une certaine efficacité dans ce domaine. Dernier point, juste de petite méthode, je ne suis évidemment pas une spécialiste des questions de santé. Et donc, ce que je veux dire est naturellement une observation attentive, un regard juridique, c'est mon métier, mais qui peut souffrir ici ou là d'un certain nombre d'imperfections que je ne doute pas que le débat aura l'occasion de relever. Premier aspect, la santé, comme l'a dit Faurour, la santé, c'est un domaine qui n'est pas décentralisé. C'est à la fois un constat et un paradoxe. Le paradoxe, c'est que s'il y a une politique publique qui est bien une politique du quotidien, c'est une politique de santé. Le paradoxe, c'est que le constat plutôt, c'est que l'État, il a pas la compétence de base, puisque le Code de santé publique donne à l'État une compétence de principe. D'ailleurs, l'article en question du Code dit que la politique de santé relève de la responsabilité de l'État, définissant sa politique de santé afin de garantir le droit à la protection de la santé de chacun d'entre nous. C'est une compétence de principe qui traduit que c'est le législateur qui doit déterminer les politiques de santé. Et on peut d'ailleurs noter que dans ce domaine, depuis maintenant 10 ans, on a une accélération du rythme législatif puisque les textes d'envergure, en tout cas ceux qui prétendent tels, ne cessent de se multiplier. La dernière loi en date, elle date de janvier 2016, qui s'appelait Modernisation de notre système de santé, et juillet 2019, l'année dernière donc, qui visait à organiser, transformer le système de santé. Si l'État a la compétence de principe, ça sous-entend que les collectivités locales n'ont que des compétences d'attribution. Dans ce domaine, celle qui est la mieux dotée, c'est la commune, puisque je ne rentre pas évidemment, je suis là dans les grands traits, puisque le maire est habilité à prendre toutes les mesures pour assurer la salubrité publique, ce qui doit lui ouvrir quelques espaces d'innovation. Il a évidemment en plus une compétence très précise qui sont les services communaux d'hygiène et de santé.
Le département, parce qu'il est à la fois l'échelon essentiel en matière d'action sociale et médico-sociale, il a quelques prérogatives, notamment le service de protection maternelle et infantile. Surtout, l'interrogation qu'il y a pour le département, c'est qu'il est bâtisseur de schémas d'organisation sociale, notamment par exemple celui des personnes en situation de handicap, mais que par la loi, ces schémas doivent être établis, le texte nous le dit, en cohérence avec le système régional de santé. La région, enfin, elle est dans une situation à nouveau assez paradoxale, puisque l'État a reconnu la région comme étant l'échelon pertinent au plan sanitaire. Mais le Conseil régional n'a que des compétences extrêmement modestes dans ce domaine. Donc, premier constat, c'est une politique qui n'est pas décentralisée. Et deuxième constat, c'est une politique qui est territorialisée. Et c'est là encore quelque chose d'assez étonnant, puisque cette territorialisation, en tout cas prétendue telle, c'est le mantra de tous les derniers textes qui ont organisé le système de santé. Je me suis simplement amusé à faire un comptage dans les 3 dernières lois. La loi Bachelot, celle qui a créé les ARS dont nous allons parler, elle avait 87 pages, elle utilise 71 fois le mot de territorialisation. La loi de Marisol Touraine que j'évoquais tout à l'heure, elle fait 111 pages au journal officiel, on prononce 106 fois le terme de territorialisation. Et dans la loi qui vient d'être votée l'année dernière, 94 pages, 110 fois le terme de territorialisation. Donc on a le sentiment que la politique de santé, elle s'applique, elle s'exerce au plan territorial. Or, pourtant, le mot est parfaitement abusif, en tout cas de mon point de vue, puisque la réalité, c'est que la gouvernance, comme on dit aujourd'hui, de ce système de santé, elle est sur une centralisation constante. J'ai même plutôt tendance à penser que c'est une centralisation croissante. C'était d'ailleurs, j'avais participé au débat de la loi Bachelot à l'Assemblée nationale. La loi, elle était faite pour contourner les élus locaux. C'était l'ambition affichée, parce que les élus locaux apparaissaient comme des freins aux restructurations hospitalières. Et donc, il fallait éloigner le décideur des élus locaux, tout cela étant en plus dans une logique prétendue de territorialisation. Et le produit de cette territorialisation d'État est la création donc de ces agences régionales de santé dont la vocation dans la loi était d'être les pivots territoriaux, je la cite, des politiques de santé avec 2 missions essentielles: mettre en œuvre au plan régional la politique de santé définie sur le plan national et réguler l'offre régionale de services de soins. Mais j'insiste sur le fait que son ambition politique, c'était d'éloigner les élus de la décision. Et donc, je ne suis pas surpris de voir qu'un certain nombre d'élus, les maires notamment, les présidents de conseils départementaux, notamment dans le cadre des grandes régions que nous avons souhaitées, nous disent « mais je vois plus souvent, j'ai plus facilement le ministre au téléphone que je n'ai le directeur général de l'ARS ». Bien sûr, c'était d'ailleurs fait pour ça, éloigner l'élu local. Donc, il ne faut pas s'étonner de ces liens. Troisième observation, ce n'est pas décentralisé, c'est prétendument territorialisé. Et qu'est-ce que la crise a révélé? Sous réserve naturellement d'une expertise qui est, de mon point de vue, très restreinte, puisque celle que j'ai pu mener, je n'ai pas élu, je n'ai pas eu accès à l'ensemble des informations. Mais il me semble qu'on peut faire au moins 3 constats. Le premier constat, c'est qu'à l'évidence, et ce n'est pas une critique en elle-même des agences nationales de santé, dont je dirais tout à l'heure plutôt du bien, mais à l'évidence, ces structures n'étaient pas adaptées à gérer l'urgence. On peut le voir dans 3 domaines. Il y a eu la question des masques, évidemment, où on a vu, en tout cas, c'est comme ça que j'ai ressenti les éléments qu'on m'avait transmis. S'il n'y avait pas eu les collectivités locales, la logistique n'était évidemment pas assurée par les ARS qui n'en avaient absolument pas la capacité. Deuxième élément, c'était apparu très nettement au début, mais sous réserve parce que le vice-président du conseil départemental nous dit l'inverse, mais il m'avait semblé que les informations remontant des EHPAD connaissaient quelques lacunes pour arriver au sommet de l'État, justement parce que les ARS n'étaient pas équipés en direction de ces structures. Troisième élément qui est là pour le coup ressort d'un certain nombre de conversations que j'ai pu avoir, notamment avec des présidents de conseils régionaux, c'est le juridisme dont a fait preuve l'ARS. Un juridisme qui est apparu comme étant un frein qui masquait probablement la crainte de la responsabilité, puisque nous sommes dans une société de judiciarisation de la moindre activité, et je crois que les directeurs généraux des ARS ont cherché à ouvrir des parapluies qui étaient souvent beaucoup plus larges en termes de superficie. L'implication du juridisme, elle a évidemment été aussi une nuisance à la gestion globale de la... Deuxième observation de ce que me semble la crise avoir révélé, c'est au contraire l'extraordinaire adaptabilité des hôpitaux.
et notamment des directeurs d'hôpitaux qui ont pu transformer la vocation de certain nombre de services, organiser des complémentarités à l'intérieur d'un périmètre qui était régional, ce qui pour moi renforce la conviction que la carte de santé, notamment la carte hospitalière, ne peut pas être gérée par une instance que administrative et qu'elle doit être décentralisée parce que quand il n'y a pas de responsabilité politique, il ne subsiste qu'une vision bureaucratique. Au demeurant, d'ailleurs, je considère, mais ce n'est pas le sujet totalement du propos d'aujourd'hui, que les hôpitaux, mais Frédéric pourra largement infirmer ce que je dis, les hôpitaux sont des organisations profondément corporatistes et essentiellement bureaucratiques. Profondément corporatistes parce qu'au fond, ce sont les médecins qui élisent le président de la CME, c'est-à-dire c'est la seule structure en Europe où ça se passe comme ça, ailleurs, c'est évidemment pas le cas, et profondément bureaucratique parce que l'État intervient à tout bout de champ sur tous les domaines, ce qui évidemment contribue à une absence de responsabilité des dirigeants locaux. Troisième observation, il m'a semblé que cette crise soulignait la difficulté à articuler la médecine publique, l'hôpital essentiellement, et le secteur privé. Et là, pour le coup, je dédouane évidemment les ARS. Parce que cette absence de coordination ne peut pas surprendre, puisqu'au moment de la loi HSPT, la loi Bachelot, la CNAM avait bataillé fermement pour garder son précaré. C'est-à-dire qu'il n'était pas question qu'elle lâche ses prérogatives devant l'émergence de ces agences régionales de santé. Et donc, quand on dit que l'agence régionale de santé doit réguler l'offre de soins, en réalité, elle n'a la main que sur l'offre publique, et en réalité même pas complètement, puisque la direction générale à Paris, avenue de Ségur, la DGOS, elle continue à regarder ce que sont les centres hospitaliers, et le cabinet du ministre regarde, lui, les centres hospitaliers. Donc les ARS, elles n'ont pas la totalité des outils dans leur capacité d'action, ce que je crois être une difficulté. Donc il me semble qu'à travers ces trois éléments, en fait, la crise, elle a révélé les malfaçons de l'organisation sanitaire qui est née en 2009, dont beaucoup d'ailleurs préexistaient avant la crise, mais qui a simplement accentué un certain nombre de difficultés et me paraît avoir poussé le système à ses limites. Et je crois au fond que ces ARS, qui devaient être, c'est en tout cas ce que nous disait la ministre, devaient être des aménageurs de territoire en matière de santé, sont avant tout des représentants de l'État, sans véritable contre-pouvoir, ce que je ne crois pas sain pour un système démocratique. Quatrième élément, je vais conclure par là parce que j'imagine que j'ai déjà été largement au-dessus de mes 10 minutes, qu'est-ce que l'on pourrait faire? Évidemment, ce ne sont que des linéaments de réforme et il conviendra que si les socialistes le souhaitent, ils puissent affiner ceci. Le but, ce n'est pas de toucher aux ARS en elles-mêmes. Ce que j'ai écrit dans ma tribune dans Ouest France n'était que la face émergée du problème. Je pense qu'il faut fondamentalement regarder le cadre de la loi de 2009 pour essayer de la renverser. Et ça me paraît être concevable à travers deux directions qui seront mes termes de conclusion. D'abord, je pense qu'il faut maintenir les ARS parce qu'elles existent, elles ont eu comme intérêt d'arriver à réunir des éléments qui ne se parlaient pas nécessairement. Donc la structure existe, on va passer notre temps à chambouler tout et son contraire pour le plaisir, mais je crois qu'il faut leur donner un véritable pouvoir décisionnel. Ça peut dire par exemple qu'il faudrait, il y a une structure qui s'appelle le Fonds d'intervention régionale, qui était destiné à permettre le financement d'un certain nombre d'innovations, à permettre l'accompagnement d'expérimentation. Il stagne financièrement depuis quasiment le moment où il a été créé. Dans le dernier budget que j'ai regardé, c'est-à-dire celui de l'année dernière, il pesait 3,3 milliards, ce qui évidemment pour la totalité du territoire, sachant qu'il y a 17 ARS, est totalement résiduel. Donc je pense qu'il faut donner un vrai pouvoir décisionnel aux ARS, aux directeurs généraux des ARS, et c'est sans doute la proposition la plus discutée, même si ce n'est pas la plus importante. La deuxième, c'est le fait que je pense qu'il faut sortir les ARS de la sphère étatique pour la rapprocher de la sphère régionale. Et pour tout dire, je pense qu'il faut que ce soit le président du conseil régional qui nomme les directeurs généraux des ARS après un débat de leurs assemblées, c'est-à-dire après les conseils régionaux. Je crois que si on faisait cela, on pourrait disposer d'une structure qui serait en capacité de bâtir des politiques territoriales, parce que ça me semble être aujourd'hui l'exigence. Évidemment, il ne s'agit pas ici de contourner les élus comme la loi le faisait. Il faudrait évidemment recomposer ce que sont aujourd'hui les conseils de surveillance des ARS, dans lesquels il n'y a pas suffisamment d'élus. Il y a 4 collèges qui
on pourrait créer 4 collèges à égalité, l'État, l'assurance maladie, les collectivités locales et les usagers. Usagers qui sont d'ailleurs complètement absents dans le processus que lance en ce moment Olivier Véran, le fameux Ségur de la santé. Donc, je pense que ça restera une opération de communication, puisque vu le comité de pilotage, qui est une structure de 40 personnes totalement hétéroclite, avec une absence considérable des usagers et même d'ailleurs des infirmiers, je n'en attends pas grand-chose. En tout cas, je crois que ce conseil de surveillance, qui est aujourd'hui présidé par le préfet aurait vocation à être présidé par un élu, étant entendu que donc on se rapprocherait de ce qu'est aujourd'hui notre organisation. Je dis enfin que je crois que cette proposition est pertinente pour la Bretagne. Je ne suis pas certain que ça le soit pour la totalité des régions. Parce que les grandes régions que nous avons créées, avec difficultés et douleurs, personnellement comme parlementaire, je ne suis pas très emballé par ce qui s'est passé en Alsace, par exemple, je ne suis pas certain que dans la Nouvelle-Aquitaine ou dans la région, ce qui était Rhône-Alpes, qui est aujourd'hui Rhône-Alpes-Auvergne, l'échelon de territorialité pertinente, celui de la région, soit celui justement de ces grandes régions. Mais en Bretagne, et ceux qui suivent l'activité politique depuis quelques années savent que je suis attaché à une proposition qu'on appelle l'Assemblée de Bretagne et dont je suis convaincu qu'elle sera rediscutée dans le cadre des préparations des cantonales et des régionales. Donc j'espère que les socialistes bretons sauront la prendre à bras-le-corps pour simplifier la décision politique et rendre plus lisibles les organisations territoriales. Je pense que dans notre région, où l'entité régionale est une évidence, ces propositions devraient pouvoir faire avancer le débat. Voilà, Madame la Secrétaire Générale, ce que je voulais vous dire en m'excusant si j'ai été trop long. Merci, merci beaucoup, Jean-Jacques. On a bien entendu, tu as fait une plaidoirie pour la régionalisation. Il s'agit d'aujourd'hui d'entendre les points de vue et pas prendre position.